C'est bon? C'est bon, oui. Parfait. Vous voulez amener votre entreprise techno au top? J'ai rencontré pour vous les meilleurs de l'industrie qui nous partagent leurs histoires et les expériences marketing qui les ont menés à un succès dont Bill Gates serait jaloux. Vous êtes à l'écoute de Marketing Techno. Les classiques qui a été très longtemps véhiculés de regarder le nombre de visites ou le taux de rebond global, c'est deux choses qui sont un peu complètement inutiles. Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Marketing Techno. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Boily de Metrics Watch. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Donc, moi et Jean-Philippe, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs ensemble, qu'on vient tous les deux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu'on a le même micro. Donc, on était destinés à se parler aujourd'hui. Donc, on va commencer, Jean-Philippe, par dire un peu qui tu es puis d'où tu viens. Donc, présentement, tu es pour Metrics Watch, qui est une compagnie que tu as fondée toi-même. Exact. Moi, j'ai fondé Metrics Watch il y a quelques années, qui est un logiciel de rapport marketing pour les agences, donc des rapports que les agences envoient à leurs clients, des rapports Google Analytics, Facebook Ads, Instagram, etc. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers ça, de créer ce service-là? C'est une histoire quand même un peu cocasse. C'est une mauvaise théorie au début quand j'ai parti Metrics Watch. Parce qu'au début, Metrics Watch, ce n'était pas des rapports. C'était des alertes Google Analytics. Je me suis dit, je vais vendre des alertes. Moi, j'aimerais savoir un courriel quand il y a des spikes de trafic sur mon blog personnel. Puis je me suis dit, je vais vendre des alertes à des agences en white label, puis ils vont envoyer ça à leurs clients quand il va y avoir des spikes ou des affaires cool. Mais dans le fond, c'est complètement inutile. Il n'y a personne qui est vraiment intéressé à ce genre de service-là. Fait que là, le service a évolué au fil du temps. Puis je voulais vraiment vendre puis travailler avec des agences. Fait que au fil du temps, le besoin qui est revenu le plus souvent, c'était au niveau des rapports, puis des approches un peu différentes que les autres produits n'ont pas. Dont le fait que moi, c'est des rapports marketing, oui, mais c'est par courriel. T'sais, contrairement à tous les compétiteurs que j'ai, le rapport est directement dans le courriel. C'est pas un PDF ou un lien externe. Fait que c'est venu un peu comme ça. Je te dirais que c'est comme venu par accident. Parce que dans le fond, les alertes Google Analytics que j'avais créées, la théorie de qui allait les acheter puis pourquoi était très mauvaise. Finalement, c'est un produit qui existe encore. C'est juste que c'est pas le même use case. C'est des grosses compagnies e-commerce qui utilisent ça pour le monitoring de leur vente quand ça va pas bien. C'est le contraire de ce que je pensais finalement. J'ai des clients comme Greyhound, FreshBooks ou Lindt, compagnie de chocolat, qui eux autres utilisent ça pour savoir, mettons qu'ils arrêtent de vendre en ligne pendant 10 minutes où il y a un taux de conversion vraiment bas. C'est problématique. Ils vont perdre énormément d'argent s'ils ne réagissent pas rapidement. Fait qu'ils utilisent ça pour ça. Mais bref, entre-temps, j'ai pivoté rapidement. Avant de découvrir ça, j'ai pivoté rapidement vers les rapports. Puis, c'est ça. Fait que je focus vraiment sur les rapports, mais les alertes sont encore dans le décor. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à choisir les agences comme clients? Bonne question. Honnêtement, probablement parce que j'ai travaillé en agence un certain temps, puis que je connais beaucoup de monde en agence, puis que ça m'apparaissait une crowd intéressante avec qui travailler. Puis, à peu près en même temps que j'ai commencé avec Metrics Watch, je me suis lancé à mon compte, je faisais de la consultation, puis j'ai travaillé aussi avec des agences comme sous-traitant un peu. Puis, j'ai fait beaucoup de consultations analytiques dans les dernières années, puis de formation. Puis, dans mes clients, j'ai plusieurs agences qui, quand ils arrivent comme au bout de leur connaissance sur Google Analytics, ils se reviennent vers moi. Puis c'est des gens qui sont comme devenus... Ça a été assez naturel, en fait. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé puis j'ai une bonne affinité. Donc, la consultation t'a comme amené à créer un produit un peu sur mesure pour tes clients que tu avais en consultation. Oui. Puis, les agences comme ça, eux autres, ils sont comme des revendeurs un peu de ton service à leurs propres clients. Certains les revendent, oui. Certains, ça fait partie de leurs produits ou certains, ça fait partie de leur édition de compte. Il y a vraiment différentes approches, puis il n'y a pas une approche qui ressort particulièrement du lot, honnêtement. J'ai vraiment des clients qui vont vendre leur rapport X $ par mois à leurs clients. J'en ai qui ça va être dans des retainers plus générales, mensuels ou annuels. Puis il y en a beaucoup que c'est juste un outil pour dire, voici, on a fait des efforts marketing pour vous dans le mois ou dans la semaine. Voici comment ça va vos campagnes, etc.
Dans un épisode précédent avec Dave Ruel, on a parlé de marketing affilié. C'est pas techniquement peut-être du marketing affilié parce que tu n'as pas de lien nécessairement qui redirige vers ton produit, mais dans un certain sens, ça ressemble à ça parce que ça te permet de rejoindre beaucoup plus de personnes, mais avec un canal qui est l'agence finalement. Toi, tu fais ton démarchage juste auprès des agences. Oui, mais c'est sûr que de travailler avec des agences, moi, ça a plusieurs avantages très intéressants. C'est que, je travaille pas avec les plus petites PME directement qui connaissent moins Analytics, parce que j'ai pas besoin de faire de l'éducation autant que si je travaillais directement avec des plus petites business. En effet, je réussis à aller chercher du volume plus intéressant plus facilement. Fait que c'est sûr qu'au niveau du support puis au niveau d'aller chercher du volume, c'est assez facilitant. OK. Donc, en fait, là, on peut parler aujourd'hui, tout le monde, on a accès à plein de données, finalement, sur notre marketing qui arrivent d'un petit peu partout. Puis, toi, tu t'es dit, je vais mettre tout ça ensemble dans un seul rapport pour faciliter un peu la vie des gens, d'aller regarder à gauche puis à droite. Ça, c'est pour les gens qui sont servis par les agences avec qui tu as une entente. Mais disons que moi, je suis quelqu'un, j'ai mon site web, puis j'ai pas ce service-là de rapport. C'est quoi les données pour toi qui sont importantes à regarder quand on parle de marketing web? Ben, premièrement, en fait, je vous dirais les choses à ne pas regarder. Premièrement, les classiques qui a été très longtemps véhiculés de regarder le nombre de visites ou le taux de rebond global, c'est deux choses qui sont un peu complètement inutiles parce que ça ne te donne pas grande information. En fait, ce que tu veux savoir de Google Analytics, il y a énormément d'informations, mais ce qui est vraiment le plus important, c'est qu'est-ce qui marche dans mon marketing, puis pour en faire plus. Parce que dans le fond du marketing, mettons qu'on peut faire une espèce de définition vraiment très, 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 très basique. C'est juste de trouver ce qui marche et en faire plus. Parce qu'une fois que tu as trouvé un ou des canaux qui fonctionnent bien, tu veux juste garrocher du cash ou des efforts pour pouvoir sortir plus de cash de l'autre bord. Exact. Fait que faut que tu trouves qu'est-ce qui marche. Puis pour ça, il faut que tu regardes les bonnes affaires. Puis regarder les visites, puis le taux de rebond, globalement, c'est pas vraiment les bonnes affaires. Ce qui est intéressant, c'est de regarder tes ventes ou tes conversions, peu importe ce que la conversion va être. Il y a toujours une façon de calculer les conversions. La plupart du monde, ça va être soit un achat en ligne ou une inscription si c'est un SaaS ou encore un lead si, par exemple, tu fais de la consultation puis tu donnes un e-book en échange d'un email ou des choses comme ça. Fait que, dans le fond, c'est de définir c'est quoi tes 1 à 3 conversions, les objectifs les plus importants. C'est de s'assurer de configurer des objectifs dans Google Analytics. Ça, je te dirais que c'est vraiment le plus important parce qu'après ça, tu vas être capable de savoir, OK, c'est quel canal marketing qui m'amène le plus de leads ou le plus de ventes. C'est quoi, après ça, le taux de conversion par canal. Après ça, ça peut devenir intéressant de regarder ton taux de rebond sur une landing page qui fonctionne bien, voir es-tu capable de faire quelque chose, pourquoi le monde en reparte des fois. Mais c'est vraiment de regarder les conversions, donc les ventes puis les taux de conversion, puis de mettre ça en relation avec le reste. C'est vraiment ça que je conseille aux gens au départ. Bon, là, je peux t'arrêter tout de suite. Dans tous les clients que j'ai vus, disons, dans les 8 dernières années qui viennent de se faire un site, leur objectif, quand ils font une page, ils vont me dire, c'est de présenter mon service, par exemple. Ouais. Donc là... C'est sûrement pas pour ça qu'ils ont fait leur site. Non, en fait, ils se disent qu'ils veulent avoir plus de clients. C'est ça leur site. Mais quand ils font le site web, on dirait qu'ils oublient cette idée-là. Puis que là, ils font une page où est-ce qu'ils présentent leur service. Puis là, ils attendent que le téléphone sonne. Ouais. Donc, toi, est-ce que tu accompagnes des fois des gens, même dans la planification de leur site au départ? Oups! On coupera ce petit bout-là. On va couper au montage, c'est ça. Ouais. Donc, oui, en fait, dans certains cas, certaines agences avec qui j'ai travaillé dans le passé, j'étais impliqué dès le départ dans le projet, puis ça peut changer un petit peu justement l'approche du projet en tant que tel, puis même des fois carrément de façon assez majeure. Parce que, tu sais, avoir un site, c'est le fun, mais c'est pas pour ça que tu vas payer 5, 10, 15, 20, 50 000 ou même plus, évidemment. Fait que, tu sais, c'est toujours de se ramener à ça. Fait qu'il faut toujours revenir, OK, pourquoi tu payes ton 10, ton 20 000 Puis après ça, on va partir de là. Tu sais, si ton objectif, c'est d'avoir plus de clients de consultation, OK, tu fais ça comment? Tu ne vends probablement pas des packages directement en ligne de 100 000 de consultation ou de 10 000 comment tu vas faire ça? Tu vas aller chercher des leads, donc tu vas avoir un lead magnet quelconque. Il faut qu'il y ait une façon de calculer l'impact, ton retour sur investissement. Donc, quand j'arrive avec un client qui n'a pas ça, la première étape, c'est toujours de définir c'est quoi, puis de faire les changements pour pouvoir mesurer les efforts marketing. Okay. Et c'est sûr que si c'est idéalement, ça serait fait avant. En amont, ouais. Mais
quand c'est pas fait, il reste qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, j'ai des fois du monde qui m'ont approché et dit je pense qu'on va faire tout notre site parce que dans le fond, on n'a pas grand-chose pour mesurer nos affaires ou on vend rien en ligne, on voudrait acheter des lignes magnètes. Ben, on ne repartira pas de zéro, mais on va partir de ce que vous avez et on va améliorer ça. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu regardes chaque page puis tu te dis c'est quoi l'objectif de cette page-là? Généralement, je ne vais pas par page. Moi, c'est sûr que je ne donne pas de conseils marketing aux gens. Je fais mon marketing, je m'occupe de mes affaires, mais je ne donne pas de conseils marketing. Moi, ce que je fais quand je fais la consultation Google Analytics ou quand je faisais plutôt, parce que j'en fais plus vraiment, c'est vraiment la partie technique d'implémentation, des aider justement à définir c'est quoi leurs objectifs, à m'assurer via des audits, à savoir est-ce que les données sont fiables ou est-ce qu'elles sont brisées. Étonnamment, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont des données qui ne sont pas fiables pour différentes raisons. Fait que c'est vraiment d'établir ça. Puis après ça, eux, soit avec leur équipe marketing en interne ou leur agence, là, ils vont pouvoir faire des efforts, puis ça va être mesuré, puis ça va être mesurable, on va être capable de savoir les retours sur investissement. Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, par exemple. Oui. En fait, je disais, est-ce que tu vas par page? Puis non, finalement, c'est plus global. Je vais globalement, puis évidemment, ça pourrait être fait aussi, mais moi, je me rends pas à ce niveau de détail-là. Je vais vraiment globalement, c'est quoi ton ou tes objectifs, mais jamais trop d'objectifs. Je dirais qu'entre 1 et 3 objectifs pour la plupart du monde, même pour du monde qui ont des dizaines d'employés puis qui vendent pour des millions, en général, ça reste 1 à 3. Là. OK. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont se dire, moi, mon objectif de campagne, c'est d'augmenter le trafic sur mon site web, par exemple. Ouais. Ouais. Fait que là, toi, tu dis, pas tant finalement. Ça devrait pas nécessairement. Parce qu'en fait, oui, tu apportes du trafic, mais après ça, il faut que tu sois capable de calculer qu'est-ce qui se passe avec ce trafic-là. Exact. Je sais que pour les très, très gros brands, il va y avoir du brand awareness. Fait que ça va être en effet juste de se faire voir. De la notoriété, oui. Oui, de la notoriété. Ça va se faire surtout dans le B2C à ma connaissance. Mais moi, je n'ai pas travaillé souvent avec ce genre de clients-là. Puis, en tout cas, je trouve que c'est de l'argent quand même que c'est plus dur de mesurer l'impact. C'est un billboard sur le bord de l'autoroute. Il y a des façons de mesurer l'impact, mais reste qu'en général, le retour sur investissement n'est pas si souvent là. Je ne l'ai pas vu souvent dans le B2B en tout cas. Oui. Puis quand ton budget de marketing, c'est pas des millions de dollars, peut-être que c'est mieux d'être un petit peu plus focus puis de donner des objectifs concrets finalement de conversion. Donc, de se dire que mon site web, finalement, c'est comme si c'était un représentant des ventes qui travaille pour moi, puis je lui donne des objectifs, puis je veux qu'il ramène un peu d'argent à la maison, sinon, je vais en trouver un autre vendeur, là, tu sais. Exactement. Surtout quand tu es une plus petite entreprise, tu veux essayer de trouver un canal marketing qui fonctionne bien, peut-être 2, 3, mais tu sais, j'ai vu des business qui ramènent des millions et des millions, puis ils ont un lead magnet, mais le lead magnet, il est incroyablement. Il y a comme plusieurs personnes qui travaillent à temps plein sur ce lead magnet-là. J'ai vraiment un exemple en tête. Je peux te donner un exemple concret? Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un lead magnet, là, quand tu nous dis. Un lead magnet, en fait, c'est un cossin. Fait que définir cossin après ça dépend. Un cossin que tu donnes en échange d'informations de quelqu'un, puis après ça, tu vas être capable d'une façon quelconque, soit d'éduquer puis d'éventuellement vendre quelque chose à la personne. Fait que, exemple, un livre sur, sur Instagram en échange de ton email. Si je suis une agence Instagram, ça peut être une bonne façon de dire, voici notre livre, les 10 super trucs Instagram en 2019. Puis, une fois que tu as l'email, tu vas envoyer justement une séquence de courriels qui vont en redonner un peu plus, puis qui va éventuellement... En fait, les lignes magnètes, souvent, tu veux que la réponse à ce ligne magnet-là, c'est soit je le fais par moi-même, soit je me rends compte que finalement, je n'ai pas les compétences ou le temps, puis j'engage cette agence-là ou cette personne-là ou ce produit-là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui va mener à un achat éventuel, mais pour quelqu'un qui n'est pas prêt à acheter tout de suite. Donc, c'est juste pour avoir son information pour faire du lead nurturing, qu'on dit en anglais, donc de suivre ce lead-là par la suite, puis éventuellement de le convertir. Exact. Sinon, pour des gens qui ont des essais gratuits, par exemple, ça peut aussi fonctionner comme un genre de lead magnet ou un objectif finalement qu'on va pouvoir mesurer sur les pages, là. Oui, tout à fait. Je te dirais que la plupart des SaaS, tu vas avoir justement une période d'essai gratuit. Fait que tu vas avoir une conversion qui va être un sign-up au trial, puis tu vas avoir un autre qui va être vraiment la conversion. OK, quelqu'un vient de devenir un client payant. Mm-hmm. C'est les deux classiques. Donc, puis à part là, on a parlé de données sur le site, donc l'importance de se fixer un objectif pour notre site, finalement, de le mesurer.
toi, dans les rapports de MetrixWatch, c'est quoi les autres données finalement que vous regardez? En fait, les rapports, les gens peuvent configurer ça comme ils veulent. C'est un logiciel où les gens peuvent créer les rapports de la façon qu'ils veulent, les métriques qu'ils veulent, segmenter de la façon qu'ils veulent. Ceci dit, ce que moi, je recommande, c'est vraiment principalement suivre les objectifs, les canaux qui fonctionnent le plus, les landing pages qui ramènent le plus d'argent. Je te dirais que c'est vraiment les principaux items que je vais regarder. Après ça, il peut y avoir d'autres choses qu'on peut se poser des questions plus précisément. OK, ben mettons, on a-tu des problèmes par rapport au taux de conversion sur certains navigateurs ou via certains pays, de certains pays, ou est-ce qu'on a des taux de conversion vraiment faibles ou vraiment élevés sur certains canaux? Fait que des fois, tu peux faire comme, OK, ben tu as un canal, mettons, un marketing d'affiliés, ben ça se peut que tu envoies du trafic à un article de journal qui parle de toi, puis qu'en bout de ligne, ben le monde soit super intéressé parce que dans le fond, ils ont vu un journal, mettons, un article du New York Times qui parle de toi. Ben, ça se peut que ce soit intéressant parce que le monde va se rendre compte, le New York Times en parle, fait qu'en bout de ligne, ils reviennent sur tes affaires. Fait que où je veux en venir avec ça, je sais plus trop finalement. Regardez, c'était quoi les données qui étaient intéressantes à suivre autres que les objectifs sur ton site web? Tu parlais des canaux, donc de regarder... Oui, puis les taux de conversion par canal, c'est ça. Ouais, qu'est-ce qui est intéressant. Puis après ça, est-ce que tu vas... en fait, tout ça va nous permettre de dire, est-ce que je continue à investir de l'argent là-dedans ou est-ce que j'en investis ailleurs, finalement? Exact. Tu veux savoir, pour chaque pièce d'effort que tu mets sur un canal, il te ressort combien l'autre bout. Okay. Si tu mets une pièce dans AdWords puis qu'il te ressort 50 cents puis que tu as essayé d'optimiser, c'est peut-être pas le super canal. D'un autre côté, si tu mets une pièce puis qu'il t'en sort 12, probablement ça va te tenter d'en mettre plus des pièces. Hein. Mais c'est fou le nombre de personnes qui investissent, je le vois régulièrement, puis qui ne mesurent pas le retour. Là. Je veux dire, c'est... Ah, ça me fait capoter. Sérieusement, là, le nombre de clients en consultation, c'est environ 90% de mes clients de consultation, puis je parle pas c'est pas des petites shops, là. J'ai un SaaS, entre autres, en tête, aux États-Unis. À l'époque, il y avait une quinzaine d'employés. Il n'y avait aucune mesure de conversion. Je suis comme, comment ils ont fait pour se rendre à 15 employés à temps plein à l'aveuglette, dans le fond? Exactement. Et c'est super, là, ils ont réussi à faire de quoi d'incroyable, mais du moment que je leur ai donné ça, ils ont comme fait « OK, wow, on comprend ce qui se passe ». Mais notamment ça, ils supposaient. La différence, c'est que quand tu mesures des conversions, tu peux arrêter de supposer, puis tu peux arriver avec des données et faire comme « OK, ben voici ce qui marche réellement, c'est quel effort qui marche réellement », puis après ça, tu es capable de te poser des questions pourquoi, puis quand est-ce que ça arrête de pas bien fonctionner, comment on peut améliorer le tout pour avoir un meilleur taux de conversion encore, pour pouvoir sortir encore plus d'argent de nos efforts. Donc, les gens, ils ont vraiment l'habitude, je pense, d'y aller au feeling, de dire « quand ça marche », ils continuent. Bon, si on revient à quelqu'un qui a une petite business, soit que c'est un start-up ou que c'est une compagnie de consultation, puis là, ils se disent « bon, on va aller voir dans notre Google Analytics », puis on suivait le nombre de personnes qui venaient, puis les taux de rebond, si tu veux, par exemple. Donc, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain matin pour améliorer leur sort? Parce que là, en fait, c'est quasiment pire parce qu'ils prennent des données, ils pensent qu'ils savent quelque chose, mais là, toi, tu nous dis, finalement, non, t'es pas plus avancé que la personne qui regarde pas pantoute ces données-là. Oui. Avant de répondre à ta question, je vais te conter une anecdote qui va peut-être éclairer les gens qui vont écouter plus la réponse. J'avais un client de consultation. C'était un SaaS en freemium. Donc, un freemium, c'est un logiciel qui a un plan gratuit. Au départ. Un plan gratuit peut être vu comme un lead magnet. En fait, c'est pas mal ça, parce que après ça, c'est une façon qu'il faut que tu réussisses à convertir ces gens-là. Il y avait un très bon canal de marketing qui fonctionnait. Sauf qu'il n'y avait aucune conversion de mesurée. On savait juste qu'il y avait plein de monde qui arrivait de ce canal-là. C'était une affaire comme 80 ou 90% des gens arrivaient de ce canal-là. C'était un bon canal, a priori. Là. Sauf que quand on a configuré les objectifs, on s'est rendu compte que c'était environ 1% des revenus qui arrivaient de ce canal-là. Fait qu'on s'entend dessus qu'il y avait comme une espèce de débalancement. Les objectifs, toutes les décisions qui avaient été prises par rapport à ça dans le passé, c'était pas des bonnes décisions, c'est parce qu'elles étaient prises sur des mauvaises informations. 99% de leurs revenus arrivaient ailleurs. Puis ils ont mis beaucoup d'efforts sur ce canal-là. Fait que disons que ça a changé un petit peu la donne quand on a mis ça en place. Pour revenir à la question qui était clairement. Qui était donc, demain matin, je me dis, bon, Jean-Philippe me dit d'arrêter de regarder c'est quoi le trafic dans Google Analytics. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort, là? Bien, rapidement, configurer des objectifs dans Google Analytics. C'est vraiment ça qui va être la première chose parce qu'après, c'est vraiment ça qui va faire foi de tout. Il faut absolument que tu aies
entre 1 et 3 objectifs de configurer dans Google Analytics, les ventes, les leads, les choses importantes. Mais après ça, il y a des cas d'exception plus compliqués un peu, mais pour 95% du monde, ça va être lead. C'est la base. Ouais. Fait que lead et ou vente. Fait on configure ça. Première étape, idéalement, on demande à notre agence ou les gens internes de faire un petit audit pour être sûr que les données soient fiables quand même, parce qu'on ne veut pas encore une fois se baser sur les mauvaises informations. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis de faire un petit audit pour s'assurer que les données sont fiables? Bon, quelques exemples. Par exemple, quelqu'un qui a installé Google Analytics sur son site WordPress. Il y a 2 plugins WordPress de Google Analytics. Fait que là, tu as 2 fois le code Google Analytics qui est lancé, ce qui fait que ça fausse complètement les données. Tu as des double page views avec des bounce rates qui n'ont aucun sens. Si tu as un taux de rebond de 5, 10, 20% sur ton site, tu as un problème. C'est pas genre, t'as peut-être un problème, t'as un problème. Moi, je te dirais que dans le coin de 30%, je commence à me poser drôlement des questions. Puis, donc, juste pour éclairer les gens, un taux de rebond, c'est quand quelqu'un vient sur ton site puis il repart. T'sais. Ouais, en fait, c'est quand la première page qui a été vue est la seule page qui a été vue. Dans le fond, le visiteur arrive une page puis il repart. OK. Donc si tu penses que 90% du monde reste sur ton site puis voit plein de pages, il y a un problème à ce moment-là. Définitivement. Ça se peut pas. Non, c'est impossible. Puis il y a d'autres affaires. Je te dirais que j'ai un audit vraiment très complet que je fais pour certains de mes plus gros clients. Mais en gros, tu vas voir, mettons, quand tu vas voir la liste des langues ou des navigateurs, si tu vois des choses qui n'ont aucun sens, comme dans les élections américaines il y a quelques années, dans les langues, d'habitude, on voit des EN-CA ou FR-CA, des choses comme ça, pour voir les langues. Il y avait des votes for Trump. Fait que, on s'entend que c'est du monde qui envoie du spam à Google Analytics. Fait qu'il faut que tu t'assures de ne pas avoir de spam. Il y a toutes sortes de façons de vérifier ça. Fait que c'est vraiment de vérifier ces choses-là. Puis ça, c'est quand même relativement facile à corriger. À prévenir, parce qu'on ne peut pas corriger les données du passé. Fait que dans le fond, pour revenir à ta question, configurer des objectifs, puis s'assurer que les données sont fiables. Puis après ça, on va être capable de savoir c'est quoi qui fonctionne bien dans nos canaux d'acquisition, c'est quoi nos référents qui ramènent le plus d'argent, c'est quoi les source medium qui sont en français, source support, je crois, qui sont en fait, mettons, ça vient de Facebook Ads, ça vient dessus de tes courriels, ça vient dessus de autre chose, finalement. Dans autre chose que j'aurais investi de l'argent puis que je veux voir si j'ai investi à la bonne place, finalement. Exactement, oui. OK. Puis, juste pour terminer, Jean-Philippe, tu nous as parlé de travailler pour FreshBooks, Greyhound, on a parlé de la chocolaterie Lind. Tout est à Alma, n'est-ce pas? Oui. Comment tu fais pour être international? Ça a été quoi ton canal pour te faire connaître à l'extérieur? Honnêtement, pour MatrixOne, en fait, c'est vraiment tout organique. Donc, c'est vraiment du monde qui me trouve en cherchant une solution à leurs problèmes. Pour ce qui est de mon passé de toute la consultation, je dirais que ça a été assez organique dans le sens que je suis quelqu'un je suis allé dans pas mal de conférences, j'ai des amis un peu partout sur la planète. Fait que ça a été vraiment question de force du réseau. Tu sais, j'ai jamais réseauté vraiment dans le sens traditionnel. Je me promener avec des cartes d'affaires, c'est vraiment pas moi. Là. Mais me faire des amis dans des événements, ça, c'est plus moi. Okay. Fait que quand j'ai décidé de partir à mon compte, 24 heures après, j'étais booké. Fait que, tu sais, ça a été ça. Puis sur tout mon temps de consultation, tout mon démarchage, ça a été d'envoyer des messages sur Facebook et Twitter 2 fois en plusieurs années. Fait que ça s'est fait juste parce que mon réseau était assez grand parce que j'ai plus 20 ans. Fait que au fil des années, mon réseau s'est agrandi. Ça s'est fait comme ça pour la consultation. Puis pour le produit, c'est vraiment du monde qui cherche une solution à leurs problèmes. C'est vraiment... Puis on peut terminer, tu parlais de conférences, tu en as organisé une récemment au Saguenay, justement? Oui. Saglac-Ayo, en fait, j'ai créé ça il y a 6 ans quand je suis revenu dans la région. Il y avait à Québec, il y avait à l'époque un meet-up qui s'appelait Open Code. Puis dans les choses que je me demandais, de quoi j'allais m'ennuyer de Québec quand je suis parti de Québec. Je me suis dit, il va me manquer la vie culturelle, les restaurants un peu. Puis l'Open Code, donc un meet-up qui est un rassemblement de programmeurs qui se rencontrent tous les mois pour partager leurs découvertes, les trucs qui les font triper. Puis j'ai créé ça il y a 6 ans. Puis c'est une rencontre mensuelle, informelle, un soir par mois. Sauf que cette année, on a décidé de passer à la prochaine étape qui était de créer une conférence d'une journée complète. Puis ça s'est super bien passé. On pensait être 100, c'est ce qu'on avait dit, donc vendu à nos partenaires. Finalement, on était 175 sold out un mois d'avance.
avec 7 conférenciers, dont 2 de renommée internationale. Puis ça s'est très bien passé. Ça regarde bien pour l'année prochaine. On n'a pas encore de promesses, mais ça regarde bien. Donc, il y avait du monde même de l'extérieur du Saguenay qui se sont déplacés. Oui, mais d'ailleurs, un de tes François Lantinado de Snipcard qui est venu avec la gang de Snipcard, puis il y avait, je te dirais, sur les 175, il devait avoir une trentaine ou une quarantaine de personnes de l'extérieur quand même. Donc, quand même, il se passe des choses en région super intéressantes qui, des fois, les gens peuvent avoir peur de tout est parti finalement d'un grand centre pour retourner en région, mais tu ne regrettes pas ton choix de l'avoir fait aujourd'hui? Non, définitivement pas. Je regarde vraiment pas. Il se passe plein d'affaires. C'est sûr qu'il faut toujours relativiser, bref, mettre ça en contexte, dans le sens qu'il y a un peu moins d'activité qu'à Québec, à Montréal. Faut pas se mentir. Mais il se passe quand même beaucoup de choses au prorata par habitant. Il y a de quoi dans l'eau au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh, oui, définitivement. Il se passe plein de trucs dans le numérique ces temps-ci. En organisant le Saguenay-Lac-Caillou, on organisait aussi avec d'autres organisateurs d'événements les journées du numérique. Qui étaient plusieurs événements qui se sont mis ensemble, la rentrée du numérique. Bref, on était comme 6 événements sur une dizaine de jours. Il y avait quelque chose sur les drones, il y avait quelque chose du Collab, qui est un Collab Innovation culturelle et numérique, qui est une nouvelle bibite du Cégep d'Allemand, dont je suis sur le CA. Il y avait aussi Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bref, il y avait plusieurs gens, on s'est tous mis ensemble, puis ça fait partie de mes implications. Je suis impliqué dans 2-3 trucs, disons. Hein. Puis une excellente façon de faire du marketing, même si c'est pas du marketing, c'est de s'impliquer justement comme ça, démarrer des événements, rencontrer du monde. Ça permet d'élargir le réseau aussi. Oui, tout à fait. En fait, j'aime bien dire que quand on rencontre des gens, on ne sait jamais où ça va nous mener, mais ça va nous mener toujours quelque part. Fait que, puis c'est jamais tout de suite. Je veux dire, les conférences à lesquelles j'ai assisté, des fois, il y a eu des impacts positifs comme plusieurs années après. Mais ça vaut toujours la peine, c'est toujours le fun de rencontrer des gens passionnés. Bon, super. Hey, merci beaucoup pour ton temps, Jean-Philippe. Puis si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller voir le site Metrics Watch. Oui. Sinon, je pense que tu es sur LinkedIn aussi. Puis je vais mettre le lien au moins vers ton site. Puis j'espère te rencontrer en vrai prochainement. Bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. OK, bye-bye. Bonne journée, bye. Vous avez aimé ce podcast et vous en voulez plus? N'oubliez pas de vous abonner. Laissez également votre appréciation et un commentaire. D'ici là, lâchez pas la patate et comme dirait Bill Gates, don't let go the potato.